Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la colère verte avec notre invitée Judith Rochefeld, professeure de droit privé à l'école de droit de la Sorbonne, co-directrice précédemment d'un dictionnaire des biens communs paru aux presses universitaires de France. Elle publie aujourd'hui Justice pour le climat, une analyse des nouvelles formes de mobilisation citoyenne et parmi elles les actions judiciaires contre les États ou les entreprises, des procès climatiques qui commencent à montrer une certaine efficacité, dit-elle. Le droit est-il l'arme de demain ? La traduction de cette colère verte va-t-elle passer par les tribunaux ? Bonjour Judith Rochefeld. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Une assemblée de 150 membres, des citoyens tirés au sort. Ils se sont encore réunis ce week-end pour travailler sur un ensemble de propositions attendues pour début avril. C'est les conventions citoyennes. Mais ce n'est pas une mobilisation citoyenne. Là, à l'inverse, ce sont des citoyens qui ont été mobilisés par l'exécutif pour réfléchir à des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dans une logique, c'est ce qui est demandé sur le papier, de justice sociale. Est-ce que cette nouvelle forme vous semble intéressante ? Moi, je la trouve plus qu'intéressante, je la trouve même assez passionnante. Je peux peut-être écarter les défauts qu'on lui a accolés tout de suite, c'est-à-dire de servir de prétexte pour, à l'issue du grand débat, mettre des citoyens dans la boucle des projets de la transition écologique pour éviter le défaut précédent de ne pas avoir tenu compte de certaines situations de vulnérabilité, par exemple. Donc j'écarte ce prétexte et peut-être l'instrumentalisation politique de cette convention. Pourquoi je la trouve passionnante, c'est parce que effectivement, elle, comme les procès climatiques actuellement, elle met en visibilité une communauté de citoyens qui s'emparent d'une certaine façon. Dans une certaine mesure, il y aura le relais de la politique, donc dans une certaine mesure, qui s'empare de la gouvernance de nos patrimoines communs, des biens communs. C'est-à-dire l'idée qu'on met autour de la table pour déterminer comment on va les protéger, comment on va se nourrir, se loger, se déplacer, le système climatique, la biodiversité peut-être à l'avenir. Et on a cette configuration, cette figuration d'une communauté qui s'intéresse à ces biens communs ou ces patrimoines communs. Et ça, c'est un grand changement, me semble-t-il. Communauté de citoyens non experts tirés au sort. Ça veut dire que ça aurait pu être, alors pas vous, parce que vous êtes plutôt spécialiste de cette question aujourd'hui, mais ça aurait pu être moi ou quelqu'un d'autre, qui tout à coup se retrouve aussi à devoir faire œuvre de proposition en la matière pour lutter contre le réchauffement climatique. La plupart des citoyens tirés au sort qui témoignent semblent assez contents d'avoir été mobilisés, en tout cas de réfléchir à ces questions-là. Est-ce à dire aujourd'hui qu'on pourra demain se passer des experts, qu'on pourra, sur des questions de bon sens aussi, des diagnostics construits, réussir à avancer sur cette question de la lutte contre le réchauffement climatique ? Alors, je ne crois pas qu'on fasse appel dans cette convention uniquement au bon sens. On a mis en place, je dis on, ce n'est pas moi du tout, moi je la suis comme beaucoup de citoyens, je les invite à le faire sur Internet où tout est retranscrit, c'est assez transparent de plus. On ne fait pas appel au bon sens, mais plutôt, me semble-t-il, de loin de ce que je vois, à des techniques de démocratie délibérative, ce qu'on a beaucoup souhaité pour la démocratie environnementale, c'est-à-dire via une discussion avec des experts, des éclaircissements ou des éclairages, des discussions avec des experts et une mise en œuvre de techniques de délibération, on arrive à des solutions ou à des propositions de citoyens. Et c'est un mélange entre les citoyens et les experts via des techniques précises de délibération qui renforcent un type de démocratie particulier. En tout cas, ce n'est pas pour vous la preuve de la crise de légitimité ou de crédibilité des États. Ce n'est pas pour vous la preuve de l'échec de la gouvernance nationale ou internationale que de faire plancher des citoyens sur ces questions aujourd'hui. Je pense que l'échec de la gouvernance multilatérale, on a beaucoup parlé encore à l'occasion de la COP25 d'une certaine forme d'échec. Il est vrai que cette forme d'échec, le fait que les États qui étaient censés figurer une communauté humanité, c'est-à-dire se mettre d'accord sur cette préoccupation commune de l'humanité qui est la protection du système climatique, il est vrai qu'on peut considérer
qu'actuellement, elle est en échec et que les procès citoyens ou les organisations citoyennes, parce que la France n'est pas le seul pays où il y a ces tentatives, ces expérimentations de délibération citoyenne, prennent le relais sur le constat de cet échec et qu'on peut se dire effectivement que la mise en place de ces conventions citoyennes signifie qu'à chaque échelon national, on a à s'organiser sans attendre l'organisation de l'échelon international, sans ne compter que sur l'échelon international. Les procès climatiques disent beaucoup ça, c'est-à-dire n'attendons pas que l'échelon international, qui est en pause actuellement ou qui connaît beaucoup d'échecs, nous donne les solutions. Il faut que chacun des États trouve ces solutions, participe à cette réduction des émissions. Alors, caution citoyenne, récupération citoyenne pour contourner ou éviter ce reproche. Un terme est apparu dans la bouche du président de la République, c'est celui de sans filtre. Il était vendredi en ouverture de l'une de ces réunions de la Convention climat. Il s'en est expliqué. Si ce qui sort de la Convention, c'est un texte quasiment rédigé, précis et qui peut être appliqué, il sera appliqué sans filtre. Ensuite, il y a un autre cas de figure qui est le référendum. Le référendum, c'est une décision qui est à ma main, donc je peux tout à fait la mettre au référendum, mettre une décision, une proposition que vous allez faire au référendum. Mais il y aura deux cas de figure. Soit ce qui a été préparé par vous est une loi, à proprement parler, et donc vraiment un texte de loi. Si on le soumet à référendum, le jour où il est voté par le peuple, il s'applique, sans filtre. Si c'est juste une proposition ou une série de propositions, le référendum n'a pas valeur législative. Il a valeur consultative. Et donc je peux tout à fait, ça ne s'est jamais fait, mais je suis prêt à aller dans cette direction, on peut tout à fait innover là aussi démocratiquement et dire ces 5 propositions auxquelles la Convention tient, on les soumet à référendum. Mais à ce moment-là, le référendum, en quelque sorte, éclairera, quelque part créera, si je puis dire, un arc électrique, une pression. Mais sur ces 5 sujets, il faudra ensuite construire une loi qui sera soumise au Parlement. Voilà, sur les nouvelles formes, les nouveaux outils, en tout cas juridiques, que le gouvernement, l'exécutif, et là on l'entendait à travers la voix du président Emmanuel Macron, se donne la possibilité de déployer aujourd'hui pour répondre un tant soit peu à l'urgence climatique. Il y a la question du référendum. Ça, c'est un sujet qui est très nouveau aujourd'hui, hein, son utilisation. Oui, alors si je peux juste revenir un tout petit peu en arrière, je vais répondre sur le référendum, mais en revenant un tout petit peu en arrière, ce que je trouve très intéressant dans cette réponse, enfin, dans ces propositions du président Macron, et qui est très présente aussi dans les discussions devant les tribunaux, c'est quelle est la marge de manœuvre du politique, de l'exécutif tout particulièrement, en face d'objectifs environnementaux que se donnent les États. C'est-à-dire, je ne peux pas, ou en tout cas c'est la question, est-ce que je peux proclamer d'un côté que je vais avoir à baisser mes émissions de gaz à effet de serre de moins 25% pour 2020 et davantage encore pour 2030 et 2040 ? Est-ce que je peux proclamer ce genre d'objectifs, voir ces objectifs plus contraignants dans des lois ou dans des plans, et de l'autre côté, ne pas exactement prendre la trajectoire, et là je parle en termes d'euphémisme, pour y parvenir. Et là je trouve qu'on a cette même marge de manœuvre dans la présentation du président Macron, à savoir je vais mettre en œuvre les objectifs ou les directions que vous aurez cartographiées, mais peut-être avec pas exactement les mêmes effets contraignants. Et là, c'est le type même, à mon sens, du contexte qui donne lieu à des procès climatiques. C'est-à-dire des engagements d'un côté, des objectifs, et la question des citoyens, est-ce que véritablement
c'est contraignant. Pour eux, pour beaucoup, c'est devenu contraignant. Et il n'est plus possible de ne pas tenir ce que l'on a proclamé. Voilà, ces procès climatiques, et on va y revenir, c'est une manière aussi de demander des comptes aujourd'hui au gouvernement. C'est une manière aussi de rendre visible, plus visible encore, ces objectifs qui ont pu être affichés à un moment et qui ne sont pas tenus, donc les manquements. Voilà, de les mettre en question juridiquement et de demander des comptes sur des fondements qui sont en général de deux ordres. Vous avez affiché des objectifs nationalement déterminés, comme dans l'accord de Paris. Notre trajectoire n'est pas bonne. Vous devez vous y tenir. Je simplifie les débats, avec des réponses qui sont divergentes en fonction des pays. Certains ou l'un, pour les Pays-Bas, ont estimé que c'était contraignant et d'autres non, comme le Royaume-Uni, et nos droits fondamentaux sont violés. Alors pour le référendum, si je reprends votre question, pardon, je l'ai perdu en route. Pour le référendum, c'est un peu la même idée que l'on avait évoquée au début de la discussion, c'est-à-dire que peut-être que l'on arrivera à mettre en place, en tout cas c'est le souhait de beaucoup, une démocratie environnementale. Et des questions qui rentrent, des questions environnementales qui véritablement rentrent dans le débat public, politique. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux outils qui sont utilisés aujourd'hui et ces actions en justice en font partie. Derrière cette colère verte telle que vous la définissiez, il y a les mobilisations citoyennes dans les rues, il y a les marches orchestrées notamment par une partie de la jeunesse, il y a les pétitions, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a tout un répertoire d'actions qui sont en train de se mettre en place. Et on se rend compte que le seuil de tolérance face à l'inaction des gouvernements est en train de diminuer. Vous avez parlé de l'accord de Paris tout à l'heure. Cette inertie environnementale des États, elle est pointée du doigt depuis la COP21 et les engagements qui ont suscité beaucoup d'espoir, déçus par la suite. Il est temps d'agir. C'était aussi son slogan, celui de la COP25 qui a eu lieu à Madrid le mois dernier et qui a, elle aussi, accouché d'une souris. Un accord sans ambition, une COP à oublier, une occasion manquée. 2 semaines de laborieuse tractation pour un accord à minima obtenu avec 42 heures de retard. Comment vous expliquez, Judith Rochefeld, cet échec après l'activisme de l'accord de Paris? Comment se fait-il qu'aujourd'hui les COP coulent, en fait, ne produisent plus rien? Alors la COP 25, elle s'inscrit dans un contexte qui est quand même spécifique. On avait d'abord en ligne de mire celle qui va venir de 2020, la COP 26, et qui, elle, doit rehausser les objectifs qu'on avait fixés dans l'accord de Paris. Donc elle est très en ligne de mire. Celle-ci, on l'attend beaucoup. Donc il y avait cette période possiblement de creux. Je ne justifie rien de cet échec. Je contextualise seulement la période dans laquelle elle s'inscrivait. Et le second facteur, c'est la crise totale du multilatéralisme actuel, au sens où ce que ça nous montre, c'est vraiment l'échec d'une idée qu'on avait eue d'un patrimoine de l'humanité, d'une préoccupation commune de l'humanité avec cette vision d'une humanité consensuelle. Or, entre les États-Unis, l'Australie qui sont climato-sceptiques, le Brésil qui est en retrait, le Japon qui n'a pas présenté d'objectif, on a en face de nos yeux la dissension de cette communauté humanité qu'on avait rêvée, mais qui n'existe pas. Et effectivement, en outre, 2 points techniques sur lesquels les discussions devaient se focaliser, c'est-à-dire le marché des émissions et comment on adapte, comment on aide les pays très vulnérables à s'adapter et comment on prend en charge leurs pertes spécifiques. 2 questions techniques sur lesquels les débats ont complètement achoppé. Ça a été un coup dur quand même aussi pour la société civile qui régulièrement se cherche des appuis en haut lieu, d'où la multiplication de ces actions en justice avec, on l'évoquait, un enjeu de visibilité. Imposer aux États une défense de la chose commune, et on va revenir sur ce terme, Judith Rochefeld, à quand remontent les premiers procès, les premières actions contre des gouvernements ou contre des grandes entreprises polluantes ?
On avait des procès aux États-Unis et en Australie dans les années 2000, et notamment quand les États-Unis ont refusé de s'inscrire dans Kyoto, dans le marché des émissions, des quotas. Et donc, déjà, la société civile avait commencé à demander des comptes sur le terrain climatique. Donc, ça n'était pas une nouveauté en Australie ou aux États-Unis. En revanche, il est certain que les 3 dernières années ont vu une explosion de ces procès un peu partout dans le monde. On a des visions qui peuvent être très européennes. On a un procès en Belgique, en Norvège, au Royaume-Uni, en France, en Autriche, que ce soit pour mettre en question des projets d'extension d'aéroports, des projets de forage en mer, ou l'inaction climatique d'un État comme en France. Donc on a possiblement cette vision très européenne, mais on a beaucoup de procès aux États-Unis, même si la procédure est très difficile et qu'ils peuvent patiner, et en Amérique latine, en Colombie notamment, où on a des résultats qui sont très très étonnants pour nous, puisque la Alors, partie... par exemple, qui les intente et contre qui? Alors, quel est le cas de figure un peu emblématique? Oui, c'est un cas de figure très emblématique parce qu'il montre une direction qui nous est très très peu familière à nous, puisque en Colombie, des jeunes, 25 jeunes, ont agi pour défendre leurs droits, leur droit à la vie, à l'alimentation, à l'eau, qu'ils jugent menacés par le dérèglement climatique. Donc ce droit, plus un droit qui est assez nouveau et qui est brandi un peu dans différents cénacles, le droit à un système climatique stable, qui soutiennent la vie. Et ils ont obtenu en avril 2018 que la Cour colombienne reconnaisse l'Amazonie comme personne sujet de droit à protéger contre sa déforestation qui est en question avec des activités minières illégales et toutes sortes d'exploitations. Donc là, c'est une direction qui nous est vraiment un peu étrangère de notre côté de l'océan, c'est-à-dire l'idée que des entités naturelles puissent devenir des personnes, mais en dessous de cette personnification, il y a quelque chose d'intéressant et qui nous intéresse aussi, me semble-t-il, c'est cette interdépendance entre les humains et cette entité naturelle qui fonde la représentation de cette Amazonie comme une personne. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a une communauté qui se reconnaît interdépendante avec cette Amazonie qu'elle a été reconnue comme personne. Et d'ailleurs, la Cour a renvoyé à une certaine gestion par des communautés intéressées de cette partie du territoire. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les droits des personnes humaines pour les mettre en soutien de ceux d'entités nouvelles. Cette interrelation, ça c'est nouveau? Ça c'est nouveau à ce point de représentation. Comme argument ou comme support juridique en tout cas. Oui, et puis ce qui est très nouveau, c'est que depuis les années 70, il y avait des tentatives théoriques de faire plaider des arbres. Il y a un article très célèbre de Christopher Stone de faire plaider des arbres pour les protéger, mais c'était un article des années 70 et on voit des sortes de concrétisation de cette idée depuis une dizaine d'années. Pas dans nos cénacles encore, pas de notre côté encore. On va l'avoir en question, je pense, un jour, de la représentation de la nature. Mais ces procès climatiques ont donné matière à ce type de représentation. Ça veut dire que l'arsenal juridique tel qu'il est aujourd'hui n'a pas été pensé pour protéger l'environnement. Est-ce qu'il faut pour vous changer le droit? Vous dites déjà il y a un changement quand même de mentalité ou de philosophie, c'est-à-dire qu'on prend au sérieux ces arguments qui sont, enfin les tribunaux prennent au sérieux ces arguments qui sont avancés dans ces actions citoyennes. Est-ce qu'il faut pour vous aujourd'hui changer le droit, aller plus loin, passer cette étape supplémentaire pour faire que ces procès soient en plus efficaces? Alors, les tribunaux prennent au sérieux. On va voir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de procès actuellement en cours. Avec, ne nous cachons pas la réalité, comme ça fait appel à des arguments nouveaux, comme ça met en question et le pouvoir du juge et le pouvoir du gouvernement, avec quand même beaucoup d'échecs sur l'idée que les citoyens n'ont pas à définir eux-mêmes l'intérêt commun, l'intérêt général, et qu'un gouvernement élu est tout à fait apte à le faire.
Donc, on va voir si on va déboucher sur des véritables prises en compte de ces arguments. Et on attend, bien sûr, en France, les décisions concernant 3 affaires qui sont en cours. Est-ce qu'il faut changer le droit de l'environnement ? Il y a beaucoup de choses dans le droit de l'environnement. Il y a même des possibilités de le changer ou de le penser autrement. Par exemple, on a reconnu le préjudice écologique, qui n'est pas seulement le préjudice des personnes vis-à-vis des services ou des bénéfices qu'ils tirent de l'environnement, mais de l'écosystème lui-même. Et ce qui nous montre que si on utilise le droit de l'environnement davantage, qu'on le reconnaît davantage en justice, c'est déjà une direction, mais qu'en outre, on a aussi des potentialités de renverser notre représentation qui a été jusqu'à présent celle d'une nature tout à fait passive, avec des humains qui en tirent bénéfice à leur convenance. Or, ce que démontre beaucoup, Bruno Latour par exemple, c'est l'idée qu'elle est entrée en action, cette nature, et que cette position passive n'existe plus. Et que ça reste difficile, il est difficile désormais de penser actif-passif de façon si binaire. Par ailleurs, d'autres plaident pour des droits de la nature en eux-mêmes, comme un renversement de l'équilibre des forces. Il revient aussi au premier plan cette question des communs que vous connaissez bien, Judith Rochefeld. On va écouter juste la définition par l'économiste Benjamin Correa de ce qu'on appellerait la question des communs et revenir sur ce terme que vous employez aussi de la tragédie des communs pour comprendre. Il revient aussi sur le concept tel que l'a théorisé Elinor Ostrom. Un commun n'est pas une ressource libre de droit. C'est pas une ressource en accès libre. Un commun, ce n'est pas de l'accès libre. Un commun, c'est de la propriété partagée. Elle a une expression très forte. Elle dit « Commons is not no property ». Un commun n'est pas la négation de la propriété, c'est de la propriété partagée. Et surtout, un commun, c'est gouverné. C'est gouverné par les ayants droit, par les personnes qui participent à l'exploitation du commun. Et donc, en ce sens, il n'y a pas de tragédie des communs. Il y a des tragédies de ressources ouvertes susceptibles d'appropriation privée, mais pas des communs. Voilà, la protection du bien commun qui est peu prise en compte encore aujourd'hui. Vous vous dites que placer au centre des débats cette idée, cette question des communs pose un certain nombre de difficultés. Lesquelles ? Alors, comme ça vient d'être expliqué, effectivement, dire d'une ressource, entre guillemets, parce que le terme est très discuté, dire d'une ressource que c'est un commun appelle immédiatement l'idée qu'elle va être gouvernée par une communauté qui se reconnaît un lien avec cette ressource, qui fait en commun, qui s'occupe de cette ressource. Et longtemps, pour le système climatique, cet gouvernement du commun, ce gouvernement du commun a été pensé, et c'est tout à fait normal, dans les années 90, avec la souveraineté des États, a été pensé à l'échelle internationale. On devait se mettre d'accord à l'échelle internationale sur cette préservation et les moyens d'y parvenir. Ce que les différentes COP rendent visible, en fait, ce gouvernement international du système climatique, préoccupation commune de l'humanité. Et on n'a pas représenté dans ce gouvernement, il y avait des propositions en ce sens, on n'a pas représenté l'humanité, ses intérêts. On a représenté le multilatéralisme, le gouvernement en commun par les États qui restaient souverains sur chacun de leur territoire, ce qui correspond tout à fait à une vision classique des choses. Elle n'est pas du tout en question. Ce qui se passe actuellement, à mon sens, c'est qu'en face de l'échec de cet échelon-là, de ce gouvernement international, est en train de se mettre en place, alors avec des formes de manifestations, de mobilisation, de procès, une attraction vers la sphère nationale de cette préoccupation commune et une défense de cette préoccupation commune à chacun de nos échelons nationaux. Alors,
à chacun de nos échelons nationaux. C'est vrai dans certains pays, c'est ça notre problème. C'est que c'est vrai en Europe, c'est vrai en Colombie, c'est vrai aux États-Unis, en Australie, où on a ces mobilisations. Ça n'est pas vrai partout. Mais ce que ça figure, à mon sens, c'est le fait que cette préoccupation commune soit désormais défendue par une mobilisation de la société civile à l'échelle internationale et devant chacun des tribunaux éventuels à l'échelon national. Et qu'on a des mises en visibilité de ces communautés, parce que, par exemple, dans l'affaire du siècle française, on avait 2,5 millions de personnes qui ont signé, qui étaient derrière l'action. En Belgique, on a 58 000 personnes qui agissent. Le procès aux Pays-Bas, qui est l'un des seuls exemples où on a enjoint l'État de diminuer ses émissions, c'était 886 personnes. Il y a 17 000 personnes qui agissent contre Shell aux Pays-Bas. Donc on a ces figurations devant chacun des tribunaux d'une communauté qui représente cette défense, cette préoccupation commune. Et c'est ça, à mon sens, qui est assez intéressant dans tout ce qui se passe actuellement. Il déclenche la conscientisation des populations, il provoque des changements d'agenda des gouvernements, il rencontre parfois la compréhension et la volonté des juges décidés à prendre au sérieux l'urgence de la situation et d'y apporter des réponses en termes de contraintes et d'exigences envers les États ou les entreprises, jugent conscients cependant de déborder des rives de la séparation des pouvoirs et du cadre classique des conditions des diverses demandes qui leur sont présentées. Ces actions en justice pour le climat, elles sont au cœur de votre nouvel essai, Judith Rochfeld, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne. On en parle encore ensemble quelques minutes puisque nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Vous avez cité, Judith Rochfeld, Bruno Latour, qui plaide pour une responsabilisation, réhabilitation aussi de l'échelon européen où atterrir. C'était le titre de son dernier essai à lui. Bruxelles, le 11 décembre dernier. Je voulais vous emmener là-bas parce qu'un Green Deal européen est en train d'être pensé. D'où découle-t-il? Que peut-il provoquer? Voilà ce que proposait en tout cas donc ce jour-là la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est un jour spécial. Ce matin, la Commission européenne s'est mise d'accord sur le European Green Deal. C'est d'une part notre vision pour un continent climatiquement neutre pour 2050. Et d'autre part, une feuille de route pour arriver à ce but. C'est 50 actions pour 2050. Nous nous soucions de la biodiversité, des forêts, de l'agriculture, de l'alimentation, des villes vertes et de l'économie circulaire. Nous n'avons pas encore toutes les réponses. Et aujourd'hui est le début du voyage. Mais c'est le moment du premier pas sur la Lune pour l'Europe. Le European Green Deal est très ambitieux, mais il sera aussi très attentif à l'évaluation des impacts de chacune de nos actions. Le European Green Deal est une invitation pour tous à participer. Les citoyens ont changé leur mode de vie pour protéger le climat et la planète. Le European Green Deal leur dit qu'il est maintenant à leur côté. Voilà, un Green Deal européen qui a été plutôt bien accueilli par la communauté des observateurs. Judith Rochfeld, est-ce que la contrainte est inclue dans ce dispositif? Ou est-ce qu'une fois encore, on est face à des engagements nombreux, peut-être précis, chiffrés, mais non contraignants? Ça, on va le voir très vite. On est en fait dans la même situation que celle qu'on affronte par ailleurs. Là, on a laissé peut-être croire, je m'en voudrais que ça soit le cas, mais on a peut-être laissé croire que par ces actions et ces mobilisations citoyennes, on était en train de régler la question et qu'il y avait beaucoup d'espoir. Mais je voudrais réaffirmer quand même, et c'est ce qu'a fait le Parlement européen dans le même moment, à la fin de l'année dernière, 2019,
que nous sommes en urgence climatique, c'est-à-dire qu'il reste très peu de temps pour agir. Et que les 10 années qui vont s'écouler, c'est pour ça que la mobilisation citoyenne est si intense et qu'elle a compris ça pour beaucoup, les 10 années qui vont s'écouler vont être absolument décisives pour savoir si on parvient à baisser de 7%, enfin de 65% les émissions et qu'on diminue vraiment le niveau d'émissions absolument drastiquement. Et c'est pour ça que cette mobilisation, ce que vous rappelez bien dans ce livre aussi, se joue, et depuis tout à l'heure, se joue sur plusieurs tableaux et que l'arène juridique en est un. En est un qui est lent. Qui est lent par rapport à cette urgence. Donc elle a un effet de conscientisation, elle a un effet de mobilisation, elle aura peut-être des effets, comme aux Pays-Bas, dans certains cénacles, de concrétisation et de contrainte, mais il est lent. Alors, ce qui sera décisif, et vous avez dit plutôt un bon accueil, il y a aussi des tribunes qui ont marqué peut-être des désaccords sur les objectifs, c'est-à-dire 2050 pour une neutralité carbone, c'est loin. Et en 2030, pour beaucoup, il faudrait déjà avoir diminué de 55% à 65% les émissions, ce qui veut dire un rythme qui n'est pas du tout on n'en prend pas le chemin pour l'instant. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est... Est-ce qu'on se met d'accord sur des objectifs qui sont vraiment élevés? Est-ce qu'on a un budget suffisant? Il y a beaucoup de discussions sur le budget. Pour certains, c'est 300 milliards chaque année qu'il faudrait pour, par exemple, rénover les habitats qui, en termes thermiques, sont déficients. Et qu'est-ce qu'on a comme représentation de l'environnement dans nos modèles de croissance? Il y a des très, très grandes questions. Et ce qui est intéressant, c'est que même en Europe, on a un procès vis-à-vis de l'Union européenne, déjà sur une sorte de dichotomie entre les textes qui existent déjà et qui posent des objectifs et la concrétisation de ces objectifs, notamment pour des familles qui sont agricultrices ou apicultrices et qui concrètement vivent le dérèglement climatique avec des effets néfastes. Procès, action intentée par qui? Alors, c'est un procès qui s'appelle People Climate Case, qui a été intenté par 36 requérants. Certains ne sont pas de l'Union européenne et qui avait pour grande particularité de mettre l'accent sur l'activité économique. Je suis menacé dans mon activité économique parce que je suis agriculteur, parce que je suis apiculteur et que les règlements climatiques, j'en vois les effets, j'en constate et je subis les effets désormais. Alors, la réponse qui lui a été donnée en mai 2019, pour l'instant, c'est que ces personnes-là qui agissent n'auraient pas un intérêt direct suffisant à agir. Mais on était dans la même dichotomie entre des objectifs posés par des textes européens qui existent déjà et la concrétisation de ces objectifs, voire le niveau d'exigence des textes, des objectifs dans les textes. Merci beaucoup Judith Rochefeld. On entend en tout cas une accélération dans cette urgence climatique, même si tout ne va pas assez vite avec des nouvelles formes de mobilisation. Justice pour le climat, votre nouvel essai vient de paraître chez Odile Jacob. Merci à vous d'avoir été avec nous et à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour La Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Mathilde Tonfourcade, Sophie Marty et François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Élise Leu. Très bel après-midi à tous sur France Culture.